Merci de votre fidélité et de votre ponctualité. C'est international. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, émission que nous réalisons en collaboration avec le quotidien Le Monde. Faut-il parler d'un nouvel ordre mondial? En tout cas, l'élection de Donald Trump rebat les cartes en matière de politique internationale. Voici une quinzaine de jours, on s'en souvient, il signait un décret fermant les frontières aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Et c'est peut-être en Iran que la réaction a été la plus vive. On en reviendrait presque à ce qui se passait il y a une trentaine d'années, lorsque les deux capitales se menaçaient d'une certaine façon ou publiaient les communiqués vengeurs. Vendredi dernier, l'Iran célébrait le 38e anniversaire de la chute du Shah et c'est l'instauration donc de la République islamique qui était en place voici 38 ans. Notre invité aujourd'hui est l'ambassadeur d'Iran en France, Monsieur Ali Hani. Merci d'être sur le plateau de TV5. Nous allons vous poser beaucoup de questions avec Bruno Darou de RFI et avec Marc Semo du quotidien Le Monde. Mais tout d'abord, avant de vous entendre, je voudrais qu'on revienne sur des images particulières, celle de cette manifestation qui a eu lieu donc il y a 48 heures à Téhéran autour de l'anniversaire de cette révolution, donc 38 années, et également sur le ton très anti-américain, anti-Trump qui s'est manifesté. C'était un peu la foire d'empoigne à Téhéran pour fêter le 38e anniversaire de la Révolution. Toute la mécanique est bien rodée, des dizaines de milliers de bannières sont distribuées aux supporters du régime. Mais la vraie vedette du jour, c'est lui, le président américain Donald Trump. Trump n'est pas vraiment mauvais, c'est juste le vrai visage de l'Amérique. On est à l'unisson, il faut virer Trump, il faut virer Trump. Comme à chaque anniversaire, ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir fait le déplacement. Mais la différence cette année, c'est que même ceux qui sont restés volontairement à l'écart de la manifestation, comme ces jeunes étudiants, ont aujourd'hui le même ennemi. On a des problèmes. On a tous des problèmes avec Trump. Obama était bien meilleur. Au moins, on pouvait espérer un jour étudier là-bas. Dans les rédactions des quotidiens iraniens, Trump tient aussi la vedette. Hadi Heydari est un des meilleurs caricaturistes du pays. Il prépare ici la une du journal réformateur Sharvand. Pour moi, c'est un sujet inépuisable. Son cerveau, sa tête, je la vois comme un point. J'ai juste eu besoin de rajouter la vague de ses cheveux au-dessus pour qu'on le reconnaisse immédiatement. Des cheveux en forme de doigt d'honneur et un dessin qui l'aurait envoyé droit en prison si la cible avait été quelqu'un du régime. Hadi Heydari en sait quelque chose. Il a passé 6 mois derrière les barreaux l'an dernier pour une caricature. Mais avec Trump, c'est différent. Il ne prend aucun risque. Je ne pense pas que j'aurai des problèmes cette fois-ci, puisque tous les courants politiques sont contre lui. Du pain béni pour le guide suprême iranien, un guide visiblement en confiance. Au défilé, la sécurité était beaucoup moins présente que d'habitude. Monsieur l'ambassadeur, on voit bien qu'il y a un ton nouveau dans les relations internationales et notamment avec les États-Unis. Quelles sont les mesures de rétorsion de Téhéran en ce qui concerne les citoyens américains? Vous aussi, vous fermez les frontières? D'abord, je dois souligner ce point, que l'opinion publique mondiale ainsi que les Iraniens détestent vraiment l'attitude des dirigeants qui cherchent l'hostilité à l'égard des autres et qui rêvent de séparer les peuples par le mur. En ce qui nous concerne, nous avons beaucoup de respect pour le peuple américain. Mais nous le distinguons avec la politique hostile du gouvernement américain qui a continué depuis la victoire de la Révolution pendant toutes les présidences. Mais est-ce à dire que vous allez fermer vos frontières aux citoyens américains? Après, disons, la décision récente qui était inhumaine et contre la loi internationale et même contre la Constitution américaine, nous avons annoncé que, bon, il y a une réciprocité. Mais après le recul de Trump, on a donné l'autorisation aux exportateurs américains de pouvoir venir en Iran. Il n'a pas reculé, c'est la justice qui a bloqué sa décision. Bien entendu, parce qu'il y a beaucoup d'opposition, même au sein des États-Unis, contre cette décision.
Bruno Darroux. J'imagine justement, monsieur l'ambassadeur, que cette décision de la Cour d'appel de San Francisco a été une bonne surprise pour vous? Oui, mais quand même, les réalités s'imposent. Il ne peut pas continuer d'une façon incroyable. Il a été opposé non seulement par l'opinion publique américaine et aussi par l'opinion publique mondiale, même en Europe, en France d'ailleurs. Ça démontre que l'opinion publique mondiale ne peut pas accepter ce genre d'attitude qui n'est pas humaine, qui n'est pas conforme avec le droit international. Marc Semo, Le Monde. Est-ce que la confrontation verbale va continuer, se durcir selon vous? Et est-ce que l'Iran, par exemple, va faire un nouveau tir de missiles balistiques pour tester la détermination américaine? Non, regardez, il faut distinguer. En ce qui concerne la tonalité, nous avons vécu avec l'hostilité américaine, les différents gouvernements américains depuis la victoire de la Révolution. Donc nous sommes habitués. Nous ne pouvons pas du tout accepter n'importe quelle sorte de menace. Notre peuple est bien résistant, a beaucoup d'importance pour son indépendance. Il va continuer, disons, sa vie. Mais concernant le test des missiles balistiques, vous le confirmez? Parce que ce n'était pas clair si les autorités iraniennes le confirmaient ou pas. Regardez, nous avons un programme défensif jusqu'au moment où il y a des menaces contre nous, soit par les centaines de milliards de contrats pour vendre des armes sophistiquées aux pays de la région, soit sous les différentes manœuvres militaires dans notre région, qui peuvent être considérées comme une menace contre Est-ce nous. que vous confirmez que ce tir de missile a eu lieu, ce tir de missile balistique? Regardez, nous avons, oui, pourquoi pas? Parce que selon notre programme défensif, nous sommes obligés, concernant notre expérience amère pendant la guerre qui nous a été imposée pendant 8 années par Saddam Hussein, nous sommes basés sur notre capacité, notre puissance. Nous sommes obligés de nous renforcer pour défendre notre sécurité et garantir votre stabilité. Alors, monsieur l'ambassadeur, pardon, il y a très peu de temps, l'Iran revenait dans la communauté internationale avec cet accord, lever des sanctions contre l'arrêt du programme nucléaire. Barack Obama avait joué un rôle très important. Vous disiez d'ailleurs que l'Amérique a toujours été hostile. C'était un peu différent peut-être avec Obama. Est-ce que vous redoutez que l'Amérique ne revienne sur cet accord, sur ce traité, et donc que des sanctions économiques à nouveau soient infligées à Téhéran? Regardez, cet accord a été entre l'Iran avec le groupe 5+1. N'a pas été du tout un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc, mais Obama joue un grand rôle. Oui, il a bien compris finalement que la République islamique d'Iran, au contraire de ses prédécesseurs, est un système politique bien solide qu'on ne peut pas continuer, soi-disant, le régime change. Il a bien compris qu'il faut dialoguer, il faut avoir une attitude plus respectueuse pour attirer l'attention et la confiance de l'Iran. Est-ce que vous redoutez que cet accord... aider à réguler les différentes crises dans cette région? Bien, mais est-ce que vous redoutez que cet accord ne soit invalidé? Je ne crois pas que les circonstances internationales et aussi l'opposition et la résistance des autres membres du groupe 5+1 le permet à Trump, disons, de détruire cet accord qui a été vraiment le résultat d'un grand effort diplomatique pour régler une crise qui a duré depuis des années. Mais en même temps, le président Trump a dit que c'était le plus mauvais accord qui avait jamais été signé, donc il est quand même dans une disposition pas très favorable, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de ce texte. Oui, il a eu, disons, ses propos, mais on entend de lui, un jour à l'autre, des différents propos. Vous voulez dire qu'il dit n'importe quoi? Malheureusement, il a été entouré par ses conseillers iranophobes, islamophobes. Et par ce genre de conseils, on peut attendre, disons, tous les jours les différents propos de sa part. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, même s'il ne déchire pas l'accord, que finalement, il le laisse mourir et surtout que les États-Unis fassent directement ou indirectement pression contre tous les pays qui pourraient avoir envie d'investir en Iran? Regardez, selon cet accord, deux parties ont eu son engagement.
nous avons bien respecté nos engagements et nous continuerons jusqu'au moment où nous soyons sûrs que les autres parties vont respecter bien. Bien entendu, si jamais ça arrive un jour que les autres parties, sous la pression américaine, les autres pays qui sont des pays indépendants, sous la pression américaine, seront obligés, disons, de reconsidérer cet accord, nous avons notre scénario pour y faire face. Et qu'est-ce que vous attendez de la France là-dessus? Que la France soit ferme dans ses investissements Nous attendons, regardez, la relation entre l'Iran et la France est une relation très ancienne. Les deux peuples, ils ont eu toujours un regard positif, réciproquement. Les différentes entreprises qui étaient actives sur le marché iranien, elles ont laissé des traces positives, qui est une chance pour les autres entreprises françaises aussi. Il faut tenir compte de ces opportunités. Mais ce qui est important, c'est que les Américains, depuis des années, ils sont contre ce genre de coopération des entreprises françaises, particulièrement, et les entreprises européennes avec l'Iran. Et parallèlement, ils essayent de favoriser le terrain pour pénétrer leurs entreprises sur le marché iranien. C'est un point qu'il faut faire attention, il faut être vigilant pour ne pas priver les entreprises européennes et françaises. Oui, alors, monsieur l'ambassadeur, de la part des États-Unis, est-ce que vous craignez de nouvelles sanctions qui se mettraient en place? Regardez, ça fait 38 ans. Hier, nous avions, avant-hier, nous avions l'anniversaire. Fête nationale. Vous avez bien constaté l'unité nationale de l'Iran, du peuple iranien. Depuis 38 ans, notre peuple a vécu avec des sanctions, qui a été la plupart des sanctions nous étaient imposées par les Américains. Et nous n'avons pas de soucis. Nous savons très bien comment il faut y faire face. Est-ce que vous comptez plutôt, du coup, vu ce climat encore plus tendu maintenant avec l'élection de Donald Trump, vous appuyez plus sur les Européens en matière politique, diplomatique et économique? Nous croyons toujours que l'Union européenne et les grands pays européens comme la France ne doivent pas céder devant les pressions américaines. Parce qu'un pays comme la France, qui est fier de son indépendance, doivent résister devant ce genre, disons, de pression. Ce qu'ils ont fait, les pays européens, pendant les années 90, après des sanctions d'Amato, la loi d'Amato contre nous, les Européens, ils ont résisté, ils ont protesté, et finalement, l'administration américaine a été obligée de reculer. C'est à partir de là que Total a pu remplacer la société américaine pour prendre un grand projet en Iran. Monsieur l'ambassadeur, après ce tir de missile que vous qualifiez de défensif, Trump est allé plus loin en menaçant, en évoquant même une réponse militaire. Alors est-ce qu'on est en train d'assister à une joute verbale d'un président qui arrive au pouvoir et donc il y a ces tensions diplomatiques, ou est-ce que votre pays se prépare éventuellement à une réponse militaire? Regardez, selon la résolution 1332, qui nous a conseillé de ne pas faire le test des missiles balistiques qui sont capables de porter des têtes nucléaires. En ce qui concerne nos missiles balistiques, d'abord, ils ne sont pas dans la mesure de pouvoir porter la tête nucléaire. Et en plus, nous sommes un pays qui déteste, qui est tout à fait contre la production et l'utilisation des armes nucléaires. J'entends bien, mais est-ce que vous redoutez, au fond, une montée militaire dans la tension avec les États-Unis, comme Donald Trump l'a évoqué après ce tir? Est-ce que vous redoutez, est-ce que vous dites, ça peut aller jusque-là? Est-ce qu'il y a une montée des périls? J'espère que non. J'espère que les réalités du monde l'empêchent de diriger le monde vers la Troisième Guerre mondiale. Mais soyez sûrs que l'Iran et le peuple iranien est bien fier de son indépendance et de sa puissance. On est bien capable à nous défendre. Nous sommes un pays, notre peuple et notre gouvernement a suivi toujours la paix et une relation respectueuse avec tout le monde, particulièrement avec nos voisins.
et nous allons le continuer. Vous avez fait la guerre avec l'Irak quand même. Hein. C'est pas nous. Enfin, il y a eu une guerre. Oui, nous sommes un pays qui est capable à se défendre. Nous étions en face d'une agression de la part du régime de Saddam. Pendant 8 années de guerre, notre peuple a bien souffert, mais a bien résisté pour terminer sous une façon convenable cette guerre. À l'époque où le régime de Saddam a été soutenu par les différentes puissances du monde, orientales, occidentales, l'Union soviétique à l'époque et les pays européens ainsi que la France, malheureusement. Mais à partir de là, le peuple iranien a pu bien résister et d'envisager, disons, ces mesures défensives. C'est dans ce sens que nous sommes obligés de renforcer notre force défensive ainsi que des missiles balistiques. Israël, on s'en souvient, menaçait votre pays éventuellement d'une intervention militaire préventive pour détruire des armes de destruction massive. Avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, est-ce que ça aussi c'est un équilibre qui est remis en question? Est-ce que vous dites que potentiellement Netanyahou pourrait reprendre ses menaces puisque Trump y serait moins hostile que ne l'était Obama? D'abord, nous n'avons pas des armes de destruction massive. Deuxièmement, pour Israël, vous en avez. Comment? Pour Israël, c'est l'accusation que lance Israël. Bon, ils disent n'importe quoi. Okay. Mais en ce qui concerne, disons, Netanyahou et le régime israélien, soyez sûrs qu'ils n'osent pas du tout de tirer vers l'Iran. Parce qu'ils savent très bien que l'Iran est une grande puissance dans cette région qui peut faire face très sévèrement contre ce régime sioniste. Alors, le Premier ministre Netanyahou était en Angleterre il y a quelques jours. Il a répété ce qu'il avait déjà dit, comme quoi l'Iran veut anéantir Israël. Comment vous répondez à ces accusations? Bon, nous sommes habitués des propos d'Israéliens. Il y avait eu des propos iraniens qui évoquaient la destruction d'Israël, Regardez, notamment l'ancien président. Bon, regardez, nous sommes un pays et notre peuple a bien démontré depuis des siècles qu'il n'a jamais agressé que ce soit. Donc vous n'êtes pas pour la destruction d'Israël? Ce n'est pas nous qui devons détruire le régime israélien. C'est eux-mêmes, concernant leur politique raciste, inhumaine, qui vont dans le sens, disons, de se détruire. C'est le peuple palestinien qui doit décider pour son destin. Nous sommes bien pour nous défendre, mais nous n'envisageons pas, disons, d'attaquer ce qui croit. Donc, nous sommes bien capables à nous défendre et nous ne croyons pas que ce genre de menace soit réalisable. Mais est-ce qu'en quelques semaines, l'équilibre du monde a changé? Ou est-ce qu'à nouveau, ce n'est qu'une apparence? Bon, regardez, oui, ça fait longtemps qu'il y a eu certaines nouvelles données dans le monde. Disons, des puissances émergentes. Nous allons bien tenir compte de ce qui se passe. Bien entendu, il y a, disons, des pays qu'on peut compter pour une coopération plus forte. Et en ce qui nous concerne, nous sommes un pays ayant ses bases bien fortes dans les différents domaines. Alors Annie, nous venons donc d'évoquer la nouvelle donne avec la présidence américaine. Encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur le Proche-Orient, sur les relations avec les autres pays du monde. Mais nous allons faire sur les antennes de RFI, sur celles de TV5 Monde, avant de vous retrouver, un point d'actualité avec donc toutes ces questions. À tout de suite. Suite d'International sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. En liaison avec le quotidien Le Monde, nous recevons aujourd'hui Ali Hani, ambassadeur d'Iran en France. Monsieur l'ambassadeur, nous avons beaucoup parlé des rapports, des nouveaux rapports avec les États-Unis. Et bien sûr, un autre dossier auquel on pense, c'est celui de la Syrie. Téhéran va soutenir jusqu'à quand Bachar? Il n'est pas un allié un peu encombrant? Regardez, notre relation avec la Syrie est une relation particulière. Pendant la guerre qui nous a été imposée par Saddam Hussein, le gouvernement syrien était avec nous.
Ils nous ont demandé notre aide pour pouvoir lutter contre le terrorisme dont le peuple syrien souffre depuis des années. Nous soutenons le gouvernement syrien. Vous soutenez Bachar? Bachar est un président qui a été élu. Jusqu'au moment où le peuple syrien décide, il est là. Il est là parce qu'il a eu, disons, le soutien d'une grande majorité du peuple syrien. 300 000 morts quand même dans son pays. Regardez, pendant cette histoire tragique en Syrie, qui a été imposée au peuple syrien, surtout particulièrement par le soutien des groupes armés terroristes, financièrement et, disons, matériellement, qu'est-ce qu'il pouvait faire devant, disons, cette intervention, cette manipulation de toutes sortes? Il y a eu les différents groupes d'armées qui a été, disons, des différentes nationalités. La Syrie souffre, disons, de cette crise. Il faut aider le peuple syrien. Monsieur l'ambassadeur, Oui. l'Iran est le principal contributeur au sol, comme allié du régime. Le régime dit « nous voulons reconquérir l'intégralité de notre territoire ». Les Russes, qui sont les autres soutiens de Bachar el-Assad, militaires, avec leur aviation notamment, sont contre. Ils disent « maintenant, il faut arriver à la paix » et ils laissent entendre qu'ils ne soutiennent pas le régime jusqu'au bout dans la reconquête de l'intégralité du territoire. Est-ce que l'Iran soutient ce que dit Bachar el-Assad sur sa volonté de reconquérir l'intégralité du territoire syrien? Bien entendu, l'intégralité territoriale de la Syrie et son indépendance et sa souveraineté est importante. C'est une priorité. Plus important que la paix? La paix aussi est, disons, en coïncidence ensemble. Il faut préparer le terrain pour que le peuple syrien puisse choisir, puisse voter tranquillement. Et pour cela, il faut arrêter cette confrontation. Il faut arrêter le soutien des différents groupes d'armées. Ce qu'on a fait, disons, dans les différentes démarches politiques concernant notre croyance que cette crise n'a aucune solution militaire. Il faut aller dans le sens politique. Et pour cela, il faut d'abord arrêter cette confrontation. Il faut préparer le terrain pour arriver des aides humanitaires au peuple syrien dans l'ensemble de la Syrie et de préparer le terrain pour une nouvelle constitution, pour une nouvelle élection sur la base, disons, de la voix du peuple. Ça, c'est le scénario idéal, monsieur l'ambassadeur, mais quand vous parlez qui est très difficile à réaliser, on le voit depuis plusieurs années maintenant, quand vous parlez de soutien financier aux groupes rebelles, aux groupes terroristes, vous pensez à qui? Qui soutient ces groupes? Regardez la racine idéologique et financière de ces groupes terroristes dans cette région, soit en Irak, soit en Syrie, sont dans les pays alliés des États-Unis. C'est-à-dire, pardon. Vous pouvez bien envisager, vous pouvez bien voir qu'est-ce qu'ils sont, sans être nécessaire, disons que je les cite. C'est tout à fait clair. Vous avez entendu... On aime bien être clair dans cette émission, monsieur l'ambassadeur. Vous avez ça reste entendu... vague. Hein. Oui, vous avez bien entendu L'Arabie Saoudite, par exemple? les différentes analyses, les différents articles, même en France, qui citent bien qui sont derrière, disons, ces groupes. L'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar? C'est pas la peine que je les cite. Et ça, c'est Tout sur est ces clair. pays dont vient C'est de Marc parler Semo Marc. qui les a cités. Vous pouvez bien, disons, citer ce que vous désirez. Tout est clair. C'est pas la peine que je le répète. Mais vous ne démentez pas que ce soit cette liste. Bon, il y a les différents, disons, pays dans cette région qui est tout à fait clair, qui sont derrière ces groupes, parce qu'ils ne permettent pas de régler cette crise. C'est dans leurs intérêts, malheureusement, qui pensent qu'il faut continuer à soutenir ces groupes terroristes, le Daesh, aux premières lignes. Que vous ne voulez pas citer le nom de ces pays, mais... Marc l'a fait, on a compris. Marc l'a fait, oui, on a bien compris. Mais pourquoi, selon vous, le font-ils? Dans quel but? Bon, d'abord, ils pensent que l'Iran est une puissance dans cette région. Ils croient que l'Iran
va dans le sens, disons, de renforcer les chiites dans cette région. Ils ont tort. Et, oui, parce que nous ne croyons pas du tout à une guerre entre les chiites et les sunnites. Ils sont tous musulmans. Depuis des siècles, ils se cohabitent ensemble. En Syrie, en Irak, en Iran et d'ailleurs, il y a de toutes sortes, disons, de minorités qui se cohabitent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis des années qu'on entend il y a une guerre entre les chiites et les sunnites? Donc selon vous, quand même, ce sont certains pays sunnites, on va dire, qui veulent arriver à une confrontation avec les chiites, mais vous, pays chiites, vous ne voulez pas ça? Nous ne cherchons pas du tout, disons, la guerre avec aucun pays. Nous croyons que les pays de cette région doivent aller dans le sens d'une coopération collective pour garantir la paix et la sécurité, ainsi que l'Arabie saoudite. Nous n'avons aucune hostilité contre l'Arabie saoudite. Je crois que l'Iran et l'Arabie saoudite sont deux acteurs importants qu'il faut dialoguer, pour arriver aux solutions pacifiques pour les différentes crises qui existent dans cette région agitée, malheureusement. Monsieur l'ambassadeur, plusieurs organisations non gouvernementales ont documenté ce qu'ils ont appelé des abattoirs humains en Syrie, où des milliers de prisonniers auraient été éliminés, auraient été pendus notamment. Est-ce que vous condamnez les exactions du régime? Regardez, d'abord, le gouvernement syrien l'a démenti. Et vous croyez en sa parole? Oui, mais de toute façon, s'il y a des éléments, on peut l'étudier. On peut avoir quand même de 13 000 morts, hein, notamment dans cette prison. Bon, on entend beaucoup, disons, de ce genre de choses. Enfin, c'est pas n'importe quelle organisation. Il faut voir vraiment quelle est la réalité. Et à partir de là, il faut entendre aussi la parole du gouvernement syrien. Mais selon nos expériences, malheureusement, depuis des années, on entend beaucoup par les médias, par certaines organisations non gouvernementales, contre différents gouvernements dans cette région, ainsi que l'Iran. Parce que l'Iran n'a pas été dans le sens et dans le cadre de la politique de certaines puissances occidentales. Malheureusement, ils ferment les yeux à ce qui se passe au Yémen, à Bahreïn, mais ils évoquent, quand ils veulent... Pas les ONG dont vous parlez. Hein. Les ONG dont vous parlez dénoncent aussi les exactions commises au Yémen. Oui, mais relativement différents. Les gouvernements aussi, les gouvernements européens, le Parlement européen et les autres, malheureusement, ils ont choisi toujours une attitude, une politique tout à fait sélective et discriminatoire. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance vraiment à ce qu'ils essayent à dire, à donner, disons, ces éléments à l'opinion publique. Il faut être plus prudent. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce que vous évoquiez entre l'agression supposée de certains pays sunnites contre les pays chiites. Bon, il y a d'autres analystes qui expliquent que vous, l'Iran, depuis quelques années, finalement, les choses se passent plutôt bien pour votre pays, puisqu'avec les nouvelles autorités en place en Irak, même si on l'a vu ces derniers jours, elles sont très contestées par certaines parties de la population chiite d'ailleurs. Enfin, vous avez donc des autorités chiites en Irak, vous soutenez le régime de Bachar al-Assad, et donc... Qui n'est pas chiite. Qui est alaouite, bon. Mais on parle, certains analystes parlent de cet arc chiite. Comment vous voyez cette analyse de l'Iran voulant imposer cet arc chiite dans la région? C'est pas vrai. Nous croyons à tout le monde, soit chiite, soit sunnite. Nous sommes à côté, disons, les différentes populations qui ne sont pas tous chiites. Nous les soutenons parce que nous croyons qu'il faut les aider ou ils demandent notre aide pour arriver à leur liberté, à leur indépendance, à leurs droits légitimes. C'est ça vraiment ce qui se passe dans cette région. Nous avons chez nous aussi une minorité sunnite disons qu'ils ont leur vie tout à fait normale. Dans les autres pays, c'est la même chose. Nous croyons vraiment à une coopération collective dans cette région, entre les différents pays sunnites et chiites. Nous ne croyons pas du tout, disons, à cette analyse, disons, de l'arc
chiites. D'accord, donc vous pensez donc à une bonne collaboration avec l'autre grand pays dans la région, enfin le grand pays sunnite pour le coup, qu'est l'Arabie Saoudite. Vous souhaitez une bonne coopération avec l'Arabie Saoudite? Je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas du tout hostiles à l'égard de l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il faut une coopération, un dialogue sincère entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui peuvent aider à régler des crises dans cette région agitée. Pour en venir à la Syrie, est-ce que vous appuyez le processus de Genève, y compris la transition politique, avec des élections libres, qui à terme pourraient mener au départ de Bachar el-Assad? Il ne faut pas oublier que la Syrie est dans sa grande majorité un pays sunnite et que, à terme, le résultat des élections peut raisonnablement, si elles sont réellement libres, et faire, comme on dit en anglais, amener à un départ ou au moins un changement de président. Nous croyons vraiment à la démocratie. Nous sommes partisans d'une voix, d'un vote dans tous les pays de cette région, soit la Syrie, soit les autres pays. Si on va dans ce sens, on peut bien préparer le terrain pour que dans une situation calme, le peuple syrien puisse choisir ce qu'il veut. Mais il ne faut pas éliminer l'un et l'autre. Si ils détestent l'un ou l'autre, bon, ils ne sont pas dans la mesure d'être élus. Mais il faut aller dans le sens de préparer une élection sous l'auspice des Nations Unies. Et avec le vote des réfugiés? Oui. Avec le vote des réfugiés? Tout à fait. Tout à fait. Il faut préparer le terrain pour qu'ils puissent rentrer, disons, chez eux. C'est dommage qu'ils sont partis concernant la situation qu'ils étaient, disons, contre eux. Monsieur l'ambassadeur, le monde entier est confronté, c'était à Paris il y a encore 48 heures, est confronté à des attentats terroristes au nom d'une lecture de l'islam. Vous condamnez toute forme de terrorisme? Tout à fait. Regardez les groupes terroristes comme Daesh, qui réclament l'islam malheureusement. Oui. Ils n'ont rien à faire avec l'islam. Ils sont contre non seulement des chiites, ils sont contre les sunnites, les chrétiens et n'importe. Ils sont contre tous qui ne croient pas à ce groupe, à leur doctrine inhumaine et raciste. Malheureusement, ils ont attaqué l'image de l'islam. L'islam est une religion de paix, de calme, de compréhension avec les autres et de dialogue. Ils ne croient rien à ce genre de choses. Donc, nous condamnons, nous étions toujours à la première ligne de la lutte contre le terrorisme. Et vraiment, si Trump soit sincère et sérieux pour lutter contre le terrorisme, doit remercier le gouvernement et le peuple iranien ainsi que le Pasdaran qui étaient toujours à la première ligne pour lutter contre le terrorisme. Je ne vais pas citer Trump dans chaque question. Il a quand même dit que l'Iran, je cite, était le plus grand pays terroriste au monde. C'est tout à fait ridicule. Nous avons démontré notre sérieuxité dans le sens de la lutte contre le terrorisme en Irak, en Syrie, et nous étions les premières victimes du terrorisme. C'est vraiment ridicule d'entendre ce genre de choses. Et vous iriez jusqu'à être prêt à coopérer, y compris avec l'administration Trump, dans la lutte contre une organisation comme Daesh? Nous avions des fois des intérêts communs. Nos efforts étaient dans le même sens. Nous sommes vraiment partisans de tous les efforts contre le terrorisme. Les efforts qui soient sincères, qui ne soient pas discriminatoires. Ça, c'est un point important. Si ces éléments soient disponibles, pourquoi pas? Monsieur l'ambassadeur, parlons de la situation de l'Iran. On l'a vu au début de cette émission. Il y a donc 38 ans que le Shah est tombé et que cette république s'est mise en place. Alors, la situation économique n'est peut-être pas telle que vous la voudriez. On va parler des sanctions, etc. Il y a un point qui retient l'attention des observateurs, c'est la situation des libertés publiques en Iran. Elle ne progresse pas. On l'a vu avec tout à l'heure, par exemple, ce dessinateur qui, pour avoir fait une caricature, a été emprisonné. Pourquoi est-ce que vous vous heurtez à cela? Regardez, la démocratie est une procédure longue. 38 ans, c'est pas mal déjà. Hein. On ne peut pas l'injecter
il faut préparer bien le terrain. Si vous allez trop vite, vous allez être bloqué dans un pays qui a été pendant des siècles sous un système dictatorial. Mais regardez le bilan de cette nouvelle république islamique depuis 38 ans. Quel est notre bilan dans le sens de la démocratie, la liberté d'expression, le droit de l'homme? Comparez-le avec les autres pays de cette région, qu'ils ont à peu près une situation similaire, et c'est pourquoi leur population proteste, parce qu'ils voient qu'à côté, qu'il y a une république islamique iranienne Qui sera un qui modèle, est basée, ensemble. Ah, oui, qui est basée sur l'islam, mais quand même concernant le progrès démocratique. Et la démocratie n'est pas du tout comparable avec ce qui se passe dans certains pays de la région, le droit des femmes, leur rôle dans la société, la liberté d'expression. Chez nous, il y a presque 300 églises tout à fait actives, presque une trentaine de synagogues actives. Nous avons des juifs, nous avons des chrétiens qui ont leur droit de citoyenneté, ils ont leurs députés au Parlement, ils sont bien respectés. Marc Selmo. Oui, vous pensez que vous parliez du bilan de la République islamique en tant que tel, mais le bilan du président Rouhani, et vous pensez qu'il a répondu aux attentes de ceux qui avaient voté pour lui et qu'il a de chances d'être réélu s'il est candidat, ce qui est probable? Bien entendu, il a eu ses efforts. Mais peut-être lui-même aussi n'est pas satisfait des résultats. Parce que pour concrétiser, pour réaliser certaines décisions, certains slogans, il faut beaucoup de choses. Il faut préparer, il faut travailler beaucoup plus fort. Qu'il continue. Il a eu, des résultats, il a eu des acquis, mais il manque encore. Mais il faut continuer. Quel est le principal résultat et la principale chose qu'il a ratée? Regardez, je ne peux pas, citer vraiment quels a été, les points qu'il a ratés. Mais je suis au courant qu'il a continué toujours ses efforts pour arriver à ses objectifs. Mais dans une société libre et diversifiée comme l'Iran, ce n'est pas facile à réaliser tout ce qu'on veut, qui est parallèle dans les autres pays aussi, ici en France, aux États-Unis et d'ailleurs. Est-ce que les dirigeants ou les gouvernements qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils arrivent de concrétiser tout ce qu'ils voulaient? Pas 100%. Donc ces élections auront lieu au mois de mai, le 19 mai. Est-ce que vous pouvez garantir, là vous avez exposé votre vision de la démocratie avec un rôle important de l'islam, mais aussi une certaine démocratie à l'occidentale, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ces élections seront libres, et ouvertes et transparentes? Tout à fait. Regardez, nous sommes bien habitués avec la voix du peuple qui a choisi toujours. Nous avions la plupart, le plus d'élections possibles dans notre pays par rapport aux autres pays. Toutes les années, nous avions des élections. Toutes les instances iraniennes sont élues par la voix du peuple. Il y a eu des problèmes en 2009 notamment. Regardez, on a entendu beaucoup de choses, mais en réalité, la dernière élection, nous avions 73% de participation qui sont votés librement, qui ont choisi le président Rouhani. Cette démocratie va continuer et chaque fois va être plus maturée. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous avons un modèle de démocratie qui est nouveau. Ça prend du temps pour que ce soit bien installé, bien maturé. Enfin, la démocratie, selon vous, progresse régulièrement en Iran? Tout à fait. Vous venez là-bas, et même pendant les différentes élections, il y a eu toujours des journalistes, même des journalistes français que j'ai préparé leur visite en Iran et pour préparer des reportages. Ils étaient toujours là, même pendant des différentes élections.
il faut bien constater ce qui se passe en réalité, qui est tout à fait clair. Tiens, Aliani, ambassadeur d'Iran en France, on va parler d'une autre élection, celle qui se prépare dans 3 mois en France, élection présidentielle. On sait que de tradition, les diplomates en poste, et vous connaissez très bien la France, vous en parlez très bien la langue, vous êtes francophile. Est-ce que vous avez fait une note à votre gouvernement pour essayer de décrypter la situation? Parce que peut-être qu'un certain nombre des concitoyens français s'y perdent un peu. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Oui, sûrement. Qui va gagner? Bon, c'est pas facile à imaginer. Allez, un petit effort. Regardez, il y a encore du temps, il y a encore beaucoup d'éléments qui peuvent jouer. Ça, on le sait. Chaque jour qu'on entend, disons, par l'un ou l'autre candidat, personne ne pouvait imaginer ce qui se passait au sein du Parti socialiste. Non. Et même concernant les autres candidats de droite. Donc, il faut suivre, disons, des éléments, il faut suivre des circonstances. Ce qui est important pour nous, comme l'Iran, c'est d'avoir un gouvernement qu'on peut compter pour suivre un partenariat fort qui mérite le peuple iranien et le peuple français. C'est mon objectif et nous allons observer bien ce qui se passe. Mais dans la petite enveloppe, vous avez mis un nom de celui qui succédera à François Hollande? Bon, je n'ai pas le droit, disons, de voter. Donc ça, on le sait, mais vous avez le droit d'observer. Je dois, disons, attendre. Et bien entendu, je vais suivre avec attention ce qui se passe en France. Et nous espérons que le peuple français puisse jouer son rôle, choisir vraiment le gouvernement qui est dans son intérêt national. D'un mot, il y a une montée des populismes, on évoque même, et les milieux économiques internationaux ont déjà réagi, ça inquiète, une victoire de l'extrême droite en France. C'est une hypothèse que vous avez indiquée à votre gouvernement? Bon, il y a les différents scénarios, les différentes alternatives qui sont sur la table. Je peux avoir, disons, mon impression personnelle, qui n'est pas, disons, formelle, mais il faut attendre. Je préfère de ne pas citer quelle est mon analyse exacte à propos de ce qui se passerait en France. Oui, mais qui n'est pas facile. Pour les autorités c'est facile iraniennes. pour personne, hein. Ouais. Pour les autorités iraniennes, en fait, le plus important, c'est quel que soit le gagnant ou la gagnante de la prochaine élection présidentielle, que les liens, notamment économiques, continuent à se renforcer entre la France et l'Iran. Tout à fait. C'est dans l'intérêt commun de nos deux peuples, de nos grandes nations. C'est une relation qui a ses racines dans l'histoire, dans les différents domaines culturels, scientifiques, universitaires, économiques, politiques, parlementaires. Ce que j'ai fait, surtout depuis les 2 années précédentes, j'ai essayé de préparer le terrain. On a eu des échanges à haut niveau dans les différents domaines, différents secteurs politiques, économiques, parlementaires. Et récemment, nous avions la visite importante de M. Hérault. Pour la première fois, nous avions eu la commission économique mixte, qui était pour la première fois dans l'histoire de nos relations, qui peut mettre bien sur les rails nos coopérations économiques. Vraiment, l'Iran et la France méritent d'avoir un partenariat fort qui est dans l'intérêt de 2 pays. Aliani, merci d'avoir été l'invité de cette émission d'International. Merci pour cette analyse de cette émission, donc diffusée sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, et que nous réalisons en collaboration avec le quotidien Le Monde. Donc, excellente suite de programme sur ces différentes antennes. On se retrouve la semaine prochaine tout juste pour un autre invité spécial d'International. Merci à vous.